Bonsoir à tous. Qui n'a jamais rêvé de changer de vie, de changer de carrière? Qui n'a jamais imaginé prendre un virage professionnel à 180 degrés? Et si vous avez caressé cette idée, vous n'êtes peut-être pas passé à l'action, vous hésitez encore, vous vous posez des questions. Eh bien ce soir, nous avons rassemblé sur ce plateau des exemples de transition professionnelle qui, nous l'espérons, vont vous inspirer. Premier exemple, celui de Tom de Voist. Bonsoir Tom. Bonsoir. Alors vous êtes manager de groupes musicaux à la base, et puis vous vous lancez dans le métier de boulanger. Quelle mouche vous a piqué? C'est ça, oui. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais c'est un processus qui a quand même pris quelques années avant d'en arriver à décider de maintenant lancer mon propre atelier de boulangerie. Et donc vous étiez manager de groupes comme Ginzu par exemple, qui est un groupe bien connu. Ça fonctionnait plutôt bien, mais il y avait quelque chose qui n'allait plus? Oui, bon, après je l'ai fait pendant quand même de nombreuses années, hein, plus de 10 ans. Mais à un moment, c'est pas un groupe en particulier, mais c'est le métier en général qui ne me convenait plus et qui j'avais une envie de changement. Et je pense que ça part vraiment de cette envie de changement qui m'a occupé pendant quelques années. Alors on va voir quelques images de votre atelier. Il n'est pas encore ouvert, mais c'est une question de jour. Vous êtes dans quel état d'esprit alors qu'il est? Très impatient de m'y mettre, parce que ça fait longtemps que je prépare le début de cette nouvelle activité. Mais oui, donc un peu tendu quand même aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent jamais comme on l'espère, et donc ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc oui, ma patience a vraiment été mise à l'épreuve ces derniers mois, quoi. Et vous avez l'impression que vous lancez dans l'inconnu, ou vous avez bien préparé tout de même cette transition? C'est quand même relativement bien préparé, hein. Bon, après, ça fait quelques années que j'ai arrêté mon métier précédent. Je me suis formé à ce nouveau métier et ça a pris quelques années. Donc voilà, je crois connaître ce secteur maintenant un peu mieux et de savoir dans quoi je me lance, quoi. C'est pas une inconnue. Après, j'ai fait des plans financiers, ce genre de choses-là. Ouais, on aura l'occasion d'en parler. Alors Sabine Marchand, bonsoir. Vous êtes directrice, vous, de Soap Me, une savonnerie artisanale. Et là aussi, rien ne vous amenait a priori dans ce secteur, puisqu'au départ, vous travaillez dans les ressources humaines. Et là encore, c'est un processus qui a mûri, mais il y a aussi eu un événement fondateur, c'est un accident cardiaque de votre mari. C'est vraiment quelque chose qui vous a permis de sauter le pas, en tout cas convaincu de sauter le pas? Oui, ça a été vraiment l'élément déclencheur, en fait. Je pense que je portais cette envie de changement depuis de nombreuses années. Et j'avais toujours des réticences, j'avais toujours peur de sauter le pas, j'avais peur de quitter un job quand même stable, une carrière épanouissante aussi, mais qui me rendait vide à un moment. Je sentais quelque chose ne tournait pas rond et j'avais une envie de m'accomplir en fait. Et voilà, l'accident tout à fait soudain de mon mari a remis les choses à leur place. On a eu très très peur parce qu'il a failli, il a été entre la vie et la mort pendant plusieurs mois. Mais quand il est revenu parmi nous et qu'on a repris notre vie ensemble, je me suis dit que j'ai eu une certitude, c'était de suivre mon envie et ma passion. Voilà. Alors, Philippe Debuc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui directeur du centre de jour Lilo, où vous vous occupez de sans-abrisme, donc, pour employer ce terme-là, mais vous avez été directeur d'un hôtel de luxe pendant assez longtemps, pendant une dizaine d'années, et vous m'avez dit en préparant cette émission, j'en avais assez de travailler pour le tiroir-caisse. Oui, bon, c'était mon hôtel, pas de luxe, mais qui était quand même un château, c'était sympa. Et oui, en démarrant une entreprise comme ça, très jeune, j'étais vite soumis au besoin de gagner de l'argent, etc., et à faire tourner les affaires. Et à un moment donné, après 15 ans, d'abord j'en ai eu marre, j'ai vendu toutes les affaires. Et puis j'ai un peu gambergé et je suis passé pendant tout un temps par le biais de l'alimentation durable, le secteur du bio, etc., où je me suis énormément investi parce que j'étais porté par des valeurs que j'avais découvertes dans le monde agricole, dans la région dans laquelle j'étais avant, dans les Ardennes.
Et puis cet attrait de l'humain, de l'agriculture, etc. m'a sensibilisé sur des trucs. Et puis quand je suis arrivé dans un monde plus social, je me suis dit, tiens, pourquoi pas s'occuper que d'humains, tout compte fait. Ouais. Voilà, Alors, il y a une Laetitia, espèce de lien. ouais. Laetitia Van Wyk, bonsoir. Vous êtes directrice de Step Change. Alors, vous êtes coach de carrière, hein, on va dire ça comme ça. On sent beaucoup la question du sens parmi les invités. C'est souvent le cas quand on décide de se réorienter. Tout d'un coup, on trouve plus de sens à son travail. Effectivement, donc dans les personnes qui viennent chez nous, eh bien, dans la plupart des cas, ils recherchent du sens dans leur travail. C'est le cas de tout le monde en principe. Hein. On cherche, quoi qu'il en soit, on cherche oui, un mais sens à son travail. les mots qu'ils disent, c'est parce que je me sens plus du tout alignée à mes valeurs. J'aimerais bien donc faire autre chose, mais je ne sais pas faire quoi. J'ai envie de changer, mais j'ai peur pour ma sécurité financière. Et je ne retrouve plus de sens à mon travail. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort très très souvent dans les personnes. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que c'est après 10 ans de carrière, on parle de la crise de la quarantaine? Est-ce qu'on peut dire qu'à un certain moment, il y a cette question-là qui s'impose à celui qui veut changer de boulot? Alors le profil type que nous avons, c'est 35-45 ans, effectivement. Donc clairement, il y a beaucoup de personnes dans cet âge. Ça colle avec votre profil, avec le vôtre aussi. Voilà, qui veulent changer. Moi aussi, mais c'était avant. C'est sûr. Chez nous, nous avons pratiquement beaucoup de femmes aussi, mais il y a également aussi des hommes. Il y a aussi de plus en plus de jeunes. Ça, on était assez étonnés parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont eu 4-5 ans d'expérience et qui sont prêts à recommencer des nouvelles études, qui ne retrouvent plus de sens, qui ont fait des études pour faire plaisir à leurs parents. Et il y a des personnes aussi de plus de 50 ans qui veulent changer aussi. Et donc, mon associée, elle a changé aussi il y a plus de 50 ans. Donc, elle était directrice marketing chez Proximus et maintenant elle est entrepreneuse coach. Donc, il y a des cas, mais clairement, le sens est vraiment très, très important. Et chez nous, c'est 35-45 ans. Clairement. Alors, avant de continuer la conversation, je vous propose de découvrir un autre parcours, celui d'Alexandre Veuve, qui lui aussi il a changé de carrière. Depuis novembre 2016, il a ouvert un magasin d'épices à Waterloo. Alors il a 54 ans maintenant et il s'est découvert une véritable passion qui est à milieu de son précédent métier. Ici, c'était un poivre vietnamien, on a un poivre indien, on a un poivre indonésien, on a un poivre africain, un poivre du Cameroun, un poivre blanc, il s'appelle le poivre de Penja, aussi très, très fort au niveau arôme. C'est extraordinaire dans une assiette comme goût et comme saveur. Ces bocaux remplis d'épices, c'est le trésor d'Alexandre. Dans son antre, il y en a plus de 300. Rien ne le prédestinait pourtant à devenir un spécialiste dans ce domaine. Lui qui pendant plus de 20 ans a vendu du matériel médical. Mais dans sa tête, il y avait une envie d'autre chose qui depuis longtemps déjà le titillait. Ça part d'un ras-le-bol, oui, à 50 ans on se retrouve au marché de l'emploi, j'en ai marre de l'entreprise en règle générale, de ce monde d'entreprise, avec des gens, avec des patrons avec qui je m'entendais peut-être pas très très bien, on n'a peut-être pas la même manière de voir, et puis je me suis dit, mais pourquoi effectivement pas devenir mon propre patron, d'essayer de faire quelque chose, de créer pour moi, par moi, si je fais des erreurs à ce moment-là, c'est de ma faute, c'est pas parce qu'on m'a dit que je devais faire quelque chose. Le déclic est venu d'une rencontre avec 2 Français qui s'étaient lancés dans ce commerce. Sa formation, il l'a acquise sur le tas, au fil de lectures, d'échanges, et aujourd'hui, il est presque devenu incontournable sur le sujet. Et on a des poivres qui sortent vraiment de l'ordinaire. Ici, vous avez un poivre qui s'appelle la baie de Timut. Vous allez voir, on ne s'attend pas du tout à ça de la part d'un poivre. C'est un poivre que son surnom est le poivre pamplemousse. Et il y a vraiment des arômes de pamplemousse qui ressortent. C'est tout à fait inattendu. Mais l'aventure n'a pas toujours été facile. Il a fallu établir un business plan, convaincre les banques de financer le projet, trouver un local, se constituer une clientèle dans ce marché de niche. Des regrets, il n'en a toutefois pas, même si la rentabilité de son enseigne n'est pas encore au rendez-vous. Il a retrouvé du plaisir dans ce voyage à travers une infinité de saveurs. Je prends un plaisir énorme. Très franchement, je travaille sûrement 50 heures par semaine facile. Je prends quasi pas de vacances, mais je suis jamais venu depuis 3 ans. Je suis jamais venu avec des pieds de plomb au magasin. Je prends vraiment énormément de plaisir. Pouvoir conseiller mes clients, pouvoir leur faire découvrir des choses, avoir un beau sourire parce qu'il y a des yeux qui s'ouvrent parce que j'ai fait découvrir un nouveau produit ou une épice qui a vraiment tellement d'arômes qu'ils n'ont jamais senti ça. Pour moi, c'est vraiment mon plaisir et j'adore ça.
Voilà, une question de plaisir. C'était aussi pour vous le cas, retrouver une espèce de plaisir dans le travail, de travailler avec vos mains, hein, finalement, en étant boulanger. Oui, c'est vraiment ce que j'ai voulu aller rechercher, c'est un travail avec les mains. Je, je retrouvais plus ce plaisir que j'ai vraiment eu pendant longtemps, mais à un moment donné, ça s'est perdu et j'avais envie de changer, de faire quelque chose avec les mains. Il a fallu du temps avant de trouver quoi, mais ça part vraiment de cette envie de faire quelque chose avec les mains, de faire quelque chose de concret. Alors on parle de préparation, on parle de maturation. C'est vrai que finalement à un moment donné on se lance, mais comment est-ce qu'on se prépare à cette transition professionnelle, Sabine? Je pense qu'il faut bien se connaître déjà, donc il faut pas mal avancer dans la connaissance de soi, de ses compétences, de ses envies. Il faut connaître ses points faibles aussi, savoir ce à quoi on doit faire attention quand on décide de se lancer. Je pense que c'est primordial. Après, voilà, il y a toute la formation technique voilà, qu'on peut aller chercher. Et la question financière, elle rentre très vite en ligne de compte, j'imagine, parce qu'on quitte un travail où on a quand même un salaire confortable et où on en vit bien. Et là, il faut, à un moment donné, pouvoir s'y retrouver. C'est compliqué, ça? Oui, c'est compliqué, certainement quand on a une famille, quand on a des enfants. Et c'est un risque qu'on prend aussi. Parfois, c'est dur aussi de faire courir le risque au reste de la famille. Il a fallu aussi que la famille accepte cette décision, que les enfants se disent aussi ok, c'est pour le bien de maman, elle est heureuse comme ça, on la suit, on la supporte. Mais au début, ils ont eu des craintes. Ils se sont demandé aussi qu'est-ce qui me passait par la tête. Ils sont bien marrés au début, en fait. Parce que cette crainte financière, Philippe, elle est présente, effectivement, hein, quand on se décide à changer de carrière. Oui, il faut avoir les moyens de sa politique, parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Ouais. Mais enfin, dans mon cas, moi, je suis passé de 30 ans d'aventure, si je puis dire, à un autre statut social, puisque je suis devenu salarié après 30 ans, ce qui était quand même assez comique pour moi. Et ça a été un choc pour vous, ça? Mais de voir une fiche de paye avec mon nom, oui. J'ai vu beaucoup de fiches de paye défiler, mais avec mon nom, c'était la première fois. Mais voilà, donc l'association avec laquelle on a convenu ce contrat dans lequel je suis maintenant depuis 4 ans me plaît tout à fait. Donc c'est Lilo et eux, ils ont pris un risque parce que finalement, vous n'aviez pas le CV à la base du travailleur social classique qui, à un moment donné, veut des responsabilités. Hein. Pas du tout le profil, mais je pense que de la part d'associations comme ça, c'est un pas vers un autre secteur qui amène des compétences parce que on est 54 salariés plus ou moins maintenant à Lilo. Le fait de faire entrer des gens qui viennent du privé avec leur expertise à eux, ça apporte vraiment beaucoup de richesse à une association où il y a essentiellement effectivement que des travailleurs sociaux ou qui ont des formations ou qui viennent de ce milieu-là. Ça vient en complément et c'est très enrichissant des deux côtés d'ailleurs. Alors Laetitia Van Wyk, quand on parle de transition professionnelle, on l'a vu, il faut prendre son temps, il faut que ça mature. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'un bilan de compétences est indispensable? Est-ce qu'il faut suivre des formations? S'il y a un tableau de bord à suivre, quel est-il? Alors, moi, je préconise en fait 4 étapes différentes. La première étape, un peu ce que vous avez dit, c'est apprendre à bien se connaître. Donc, bien connaître ses compétences, ses valeurs, ses ressources, mais également bien connaître ses intuitions et écouter son corps, parce que donc de manière tout à fait globale. Et puis ensuite vient la deuxième partie qui est de dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? On ouvre le champ des possibles, on va regarder ce qui se fait ailleurs, etc. On va prendre au sérieux les idées qui nous viennent à l'esprit. Et puis après, la troisième étape, c'est vraiment de se dire, ok, je vais analyser une piste plus en profondeur et je vais l'analyser vraiment sous les différentes dimensions, au niveau des compétences, mes limitations, etc. Vraiment le prendre au sérieux. Et puis seulement vient le plan d'action. Et puis, si on a vraiment identifié ce qu'on a envie de faire, eh bien, on peut passer par des structures comme Job Yourself, des structures qui vous aident à vous lancer. Mais il y a une énorme réflexion à faire au début. Et je sais que les gens ont très, très peur, en fait, de se lancer. Ils ont très, très peur de trouver le job qui leur correspond parce qu'il y a cette histoire de sécurité financière, la peur de se lancer. Alors justement, il faut aussi parfois aller frapper à des portes de financiers, des banques, les convaincre de vous aider. Alors parfois, il y a le microcrédit, il y a des institutions qui existent. Mais vous, est-ce que vous avez l'impression que ça a été un pas compliqué d'aller voir les organismes bancaires pour qu'ils croient en votre projet? Mais moi, j'ai vraiment cherché du soutien et de l'info. Et donc, j'ai suivi une formation pour les femmes entrepreneuses au Crédal.
Qui fait du microcrédit. Qui fait du donc, microcrédit et qui accompagne les Mhm. femmes qui ont envie de se lancer. Et donc, c'est une formation qui dure 2 mois et on a vraiment eu le temps de maturer chacune notre projet et d'avancer le plus loin possible dans la concrétisation, en tout cas. Et vous avez dû convaincre des banques à un moment donné Alors moi, j'ai obtenu un microcrédit au Crédal, Ouais. mais donc j'ai dû fournir voilà, un dossier avec un plan financier, j'ai dû les convaincre eux. Et puis là, j'ai fait une demande de subside à la région Wallonne, puisqu'on a des incitants aussi pour les personnes qui se lancent. Et donc, je suis soutenue là-dedans également par le Crédal qui accompagne dans l'élaboration Ouais, donc c'est pas un du organisme dossier. bancaire classique, on est Non. quand même dans du microcrédit. Et Mais donc je pense que mon profil ouais. passera plus facilement que chez une banque encore aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et pour vous, vous parliez de plan d'affaires. Donc maintenant, vous savez exactement ce qu'il vous faut pour que votre business soit rentable, Tom? Oui, je sais exactement ce qu'il me faut. Je suis très confiant d'y arriver. Mais je suis aussi passé par un accompagnement, d'ailleurs aussi via Crédal. Ça fait 2 ans que je suis coaché, disons, que je vois un coach régulièrement. Et maintenant, je viens de passer aussi dans Job Yourself pour lancer mon activité, qui est quand même une espèce de sécurité, parce que effectivement, il y a toujours cet aspect financier aussi qui retient souvent. Mais au stade où j'en suis maintenant, je me dis, j'aurais peut-être pu être plus confiant dès le départ et me lancer plus rapidement. Vous lancez plus rapidement. Ouais. Alors Philippe, est-ce que les proches réagissent bien quand on décide comme ça de faire un virage à 180 degrés? Est-ce qu'on doit répondre à beaucoup de questions? Est-ce qu'il faut les convaincre? Non, j'ai l'impression que c'était cousu de fil blanc quand j'ai expliqué à mes enfants et les gens qui sont autour de moi ce que j'allais faire. Ils m'ont dit, ben oui, c'est normal. Enfin, c'était comme ça coulait de source presque. Et je dois dire que je suis comme le monsieur là qui parle. Le matin, je pars le pied léger et je reviens avec la banane le soir. C'est vraiment un changement radical. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Dans la quête de soi-même, apprendre à se connaître, je pense qu'avec les années d'aventure et de choses diverses que j'ai faites, j'ai appris à me connaître et à évaluer certaines compétences et certaines incompétences. Ouais, parce qu'on a l'impression... Oui, allez-y, terminez. Et voilà, je me suis dit, bon, là, je peux faire quelque chose, quoi. Parce qu'on a l'impression que les proches doivent être des alliés pour donner toutes les chances au projet de réussir. Alors, souvent, les proches, en fait, ils ont peur pour nous. Et donc, ils mettent toute leur peur sur nous. Donc, de temps en temps, ça peut être un frein. Mais quand on sait exactement ce qu'on veut, un peu comme vous étiez convaincu de ce que vous vouliez, eh bien, les proches ne peuvent que se rallier et être ravis avec eux. Et bien sûr, ça se discute aussi, parce que c'est une discussion financière aussi à prendre en famille. Mais je veux dire, une fois qu'on est aligné et qu'on sait exactement ce qu'on veut, ben, on est déjà beaucoup plus fort par rapport aux proches qui ont alors moins de crainte et moins de peur. Oui, parce que pour vous, Sabine, c'est devenu un projet de famille maintenant. Oui, c'est ça. J'ai embarqué mon mari dans l'aventure et puis il a suivi une formation en savonnerie avec moi aussi. Et donc, il développe certains produits, il fabrique aussi. Et puis, mes enfants participent de temps en temps, collent une étiquette ou l'autre. Mais ce que je voulais réagir sur ce que vous disiez, ce qui était très dur pour moi au début, c'est quand j'étais moi-même en recherche, mais j'étais pas arrivée au terme de mes 2, 3, 4 mois de réflexion. Et donc j'étais perdue, j'avais besoin de soutien, de support, et en fait, mon entourage avait peur. Et donc au lieu de me pousser à vas-y, non, c'est plutôt t'es sûr, t'as bien réfléchi, vraiment. Et donc c'est très difficile parce que on est perdu et ce qu'on nous renvoie, c'est une image de manque de confiance ou de peur. Et donc, après, il faut arriver, quand on est sûr de ça, il faut arriver à convaincre la famille, l'entourage, les amis. Et puis ensuite, on a passé une étape. Maintenant, c'est différent, tout le monde vient avec nous, voilà. Et vous, Tom, vous avez ressenti la même chose à un certain moment, ou alors vous avez eu ce soutien Non, pour moi, c'était un peu rapide? différent. Bon, après, comme d'autres ici autour de la table, moi, j'ai vécu plutôt une vie d'aventure avant, où il n'y avait pas vraiment beaucoup de sécurité, de revenus, en tout cas. Oui, donc mais c'est justement, en préparant l'entretien, vous m'avez dit que c'était au moment où ça commençait à fonctionner le mieux
que j'ai pris ce virage. C'est vrai qu'au sein, oui, ça peut paraître absurde, mais bon, après, moi, l'argent n'a jamais été le moteur pour moi pour faire ça. Donc j'ai fait le métier que j'ai fait avant de manager d'artiste par passion, parce que je trouvais ça passionnant et ça me rendrait heureux et ça me plaisait beaucoup. À partir du moment où cette joie de faire ce travail n'y était plus, il fallait faire autre chose. Et j'ai quand même eu la chance d'être soutenu par la famille, mon entourage. Bon, il y a eu une certaine incompréhension dans les gens du milieu qui me connaissent professionnellement, mais peut-être pas tellement. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens trouvent ça terriblement surprenant. Après, j'ai toujours le sentiment que les gens trouvent ça plutôt waouh, super, quelle chouette idée, quelle bonne idée. Et après, oui, j'ai eu le soutien de mon entourage familial, mais pas tellement genre est-ce que tu es bien sûr de vouloir faire ce pas, mais Alors Philippe, vous étiez indépendant, vous êtes devenu salarié, pour vous c'est le contraire, vous avez quitté les liens hiérarchiques avec l'entreprise. Est-ce que ça arrive, c'est plus souvent ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, comme le disait Alexandre, je me retrouve plus dans la hiérarchie de l'entreprise et j'ai envie d'autre chose. Alors, beaucoup de gens viennent avec cette envie-là, en tous les cas, ils se disent j'ai envie de faire tout autre chose, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie d'être mon propre patron. Et en fait, quand on analyse et qu'on creuse un peu, c'est 50-50%. En fait, il y a pas mal de gens aussi qui se réinventent, mais pas dans un autre emploi d'employé. C'est pas toujours dans un emploi d'indépendant. Donc je pense que c'est vraiment dans les deux cas. Mais pour vous, c'était inconcevable de quitter un emploi de salarié pour un autre emploi de salarié. Il y avait vraiment l'envie d'une aventure personnelle que vous souhaitiez mener? Oui, moi je crois qu'à un moment, je n'avais plus envie de faire semblant non plus. Et à partir du moment où j'étais dans un métier où je devais moi-même porter des valeurs et représenter ces valeurs, si je ne me sentais plus moi en ligne avec ces valeurs, il y avait vraiment un problème. Et donc j'avais envie d'être libre en fait. Et ça n'a pas de prix, la liberté. Qu'est-ce qui a changé dans votre vision aujourd'hui du travail, Philippe Debuc? Bien que j'ai toujours travaillé en équipe et que j'ai des équipes que j'ai fabriquées au fur et à mesure de mes aventures, comme on disait tout à l'heure. Et là, je me suis retrouvé dans d'autres équipes existantes et où il n'y a pas tellement le problème de la hiérarchie et tout, parce qu'en plus, on est en train de passer à l'ILO en gouvernance partagée, ce qui est un nouveau modèle qui est très chouette. Moi, je me suis trouvé comme un poisson dans l'eau, en fait, dans le système. J'ai pas eu de problème par rapport à ça, mais je comprends vraiment que des gens souffrent de ce genre de choses dans des structures plus pyramidales, etc., et qu'ils ont envie d'en s'en extraire, parce que parfois, on entend ce qui se passe dans des grosses entreprises multinationales, les crises de stress, les suicides et tout ça. Alors, et pour vous, vous avez l'impression qu'une autre vie va commencer, qu'elle a déjà commencé, parce qu'avant, vous êtes formé comme boulanger avec d'autres patrons, maintenant vous voulez être votre propre patron avec un objectif d'indépendance, j'imagine. Mais pour moi, c'est un peu le contraire. Moi, j'ai toujours été indépendant. Enfin, j'ai jamais eu de patron. Mais ça reste très important à vos yeux, quoi. Oui, ça reste très important à mes yeux, parce que récemment, ces dernières années, j'ai goûté à l'autre façon de travailler et d'être employé. Et bon, est-ce que c'est parce que je ne l'avais jamais fait avant, ou est-ce que c'est parce que ça ne me convient pas? Mais j'ai très vite senti que c'était pas pour moi d'être employé. Ça ne me convenait pas. Se connaître, vous le dites, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est essentiel, c'est la base en fait de toute réinvention professionnelle. Et donc clairement, il y a des réinventions professionnelles comme vous qui sont spectaculaires et vous passez de l'un à l'autre, mais il y a des réinventions professionnelles qui sont aussi plus petites. On peut se rechoisir son propre métier ou faire son métier dans une plus petite structure, dans une structure qui correspond plus à nos valeurs. Donc en fait, il y a vraiment de tout, je pense, dans la reconversion, dans la réinvention professionnelle. Le tout est de savoir ce qui est important pour nous, parce que certaines personnes, justement, l'indépendant, ça a l'air super, mais ils ont très peur du manque financier, du salaire qui ne va pas tomber toutes les semaines, etc. Ils ont besoin d'avoir cette gestion d'équipe, ils ont peur de se retrouver tout seuls. Donc c'est vraiment important de faire une bonne analyse de qu'est-ce qui est prioritaire dans un job, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer, qu'est-ce que la mission qu'on a envie de faire, et puis ensuite se lancer là-dedans.
clairement. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas à tous d'être venus partager votre expérience. On vous souhaite beaucoup de bonheur professionnel dans le futur à tous et à toutes. Merci d'avoir été nos invités. Autrement, c'est fini pour ce soir. À bientôt.